L'État de Chihuahua, dans le nord du Mexique, est fier d'accueillir un des derniers trains de voyageurs du pays. Il circule sur une ligne mythique. À l'origine, cette voie ferroviaire a été conçue pour assurer le transport de marchandises entre les États-Unis et la côte pacifique du Mexique. Au début des années 60, lorsque la ligne est enfin achevée, après plus de 60 ans de travaux, des moyens de transport beaucoup plus rapides ont vu le jour pour le fret. Dès lors, la ligne Chihuahua al Pacífico, Chepe en abrégé, est consacrée au transport de voyageurs. Serpentant le long des montagnes de la Sierra Madre, à travers les États du Sinaloa et du Chihuahua, c'est l'une des voies ferrées les plus spectaculaires au monde. Le port de pêche de Topolobampo, dans l'État du Sinaloa. En 1897, lorsque les travaux de la ligne de chemin de fer ont débuté, les autorités mexicaines souhaitaient construire un port à vocation internationale, capable d'accueillir des navires venus d'Extrême-Orient. Mais ce projet n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, seuls quelques pétroliers et cargos viennent y jeter l'ancre, ainsi que les ferries reliant Topolobampo à la péninsule de Basse-Californie. De temps à autre, un train de marchandises rejoint ce petit port à l'anguille. Pour se déplacer, riverains et visiteurs doivent se rabattre sur le bus ou la voiture. À la gare de Los Mochis, située à 20 km à l'intérieur des terres, le Primera Express, le train de Chepe de première classe, est déjà parti pour Chihuahua à 6 h du matin. Un peu avant 7 h, les gens du pays et les routards attendent le suivant, le Chepe de seconde classe. La plupart des habitants de la Sierra Madre empruntent plus volontiers le train que l'autobus. C'est plus économique. Et avec la carte de réduction du Chepe et de l'État, ça nous revient encore moins cher. Par exemple, d'ici à Chihuahua, ça coûte un peu plus de 900 pesos. Mais avec la carte, on ne paie que 245 pesos. C'est un moyen de transport très économique, sûr et rapide. Et c'est celui qu'on emprunte le plus. Ainsi, le trajet complet coûte l'équivalent de 55 €, 15 € si on bénéficie des réductions. Chaque wagon du train dessert une destination donnée. Los Mochis, kilomètre 920. La distance est calculée depuis Ojinaga, ville frontière avec le Texas. Autrefois, c'était le point de départ de la ligne du Chepe. Le Chepe met en tout 16 heures pour parcourir les 650 km qui séparent Los Mochis de Chihuahua. Ce long trajet donne l'occasion de bien se détendre en se laissant bercer par le roulis des wagons. ¿Cómo te llamas, mija? Petra. 175. 180. Petit retour sur notre lieu de départ à Los Mochis, en bordure du Pacifique. Troisième ville du Mexique en nombre d'habitants, elle est très réputée pour sa production agricole. Important nœud de communication, elle est aussi dotée d'un centre universitaire. C'est son climat tempéré et sa terre fertile qui en font une région propice à l'agriculture. L'exportation de fruits et légumes assure une importante source de revenus à la population. Peu après la fondation de Los Mochis, à la fin du 19e siècle, une raffinerie de canne à sucre a été construite
intensifiant le développement de la ville. Derrière le grillage, ces anciennes locomotives à vapeur, construites dans les années 20, transportaient autrefois la canne. Le magnifique jardin botanique, dans la partie moderne de la ville, offre bien des trésors aux visiteurs. Son créateur, Benjamin Johnston, est aussi à l'origine de la raffinerie de canne à sucre. De ses nombreux voyages autour du monde, il a rapporté des centaines de variétés d'arbres exotiques. J'ai un ami allemand qui me dit que ce jardin est très précieux. Il a survécu sans l'aide des hommes et il commençait à dépérir quand on a songé à s'en occuper. En 1960, la famille Johnston a vendu le parc, qui avait été laissé à l'abandon et devenait un objet de convoitise économique. Devenu il y a 14 ans la propriété de la municipalité et de l'État, il fait désormais partie du patrimoine culturel de Los Mochis. Aujourd'hui, les visiteurs le redécouvrent. Leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents leur racontaient toutes sortes d'histoires sur lui. Los Mochis signifie le lieu des tortues. Et en effet, on peut en admirer des dizaines et des dizaines dans le jardin botanique. Retour à bord du Chepe, qui a parcouru entre-temps une bonne distance. Après 2 heures de trajet, il est temps de faire une halte pour le ravitaillement. Sur le quai, on propose des fruits frais aux voyageurs. On croise aussi des militaires armés jusqu'aux dents. Il faut savoir que la région de la Sierra Madre fait régulièrement la une des journaux en raison du trafic de drogue. Oui, c'est normal. Ils contrôlent tous les wagons pour éviter l'acheminement de la drogue vers la frontière. Ils vérifient qu'il n'y a ni drogue ni armes à bord des trains. Ils assurent la sécurité des touristes et de tous les passagers. Il y a une dizaine d'années, des voyageurs ont fait les frais d'une attaque digne d'un western. Depuis, la présence constante des militaires sécurise le trajet et rassure les habitants qui sont dépendants du Chepe pour leurs déplacements. Le train est très important dans cette région, notamment pour nous qui allons jusqu'à la Barranca de Urique. Comme on n'a pas de voiture, on doit voyager en train. On se sent aussi plus en sécurité car la police veille. Elle est présente dans chaque gare. Nous arrivons à El Fuerte. Nous avons mis environ 3 heures pour parcourir 100 km seulement. Cette petite ville coloniale, très pittoresque, mérite une visite. La propriété Posada del Hidalgo, bâtie en 1890, était autrefois l'hacienda du maire d'El Fuerte. Transformée aujourd'hui en auberge, elle abrite un hôte à la silhouette familière. Dans une ancienne aile de l'édifice, serait né un certain Don Diego de la Vega. Ses exploits l'ont rendu plus tard célèbre en Californie et son nom a fait rêver plusieurs générations. Il s'agit bien sûr de Zorro, le justicier masqué. Zorro est vivant. Le fantôme et l'esprit de Zorro sont présents parmi nous. Dans cette grande hacienda, on peut écouter, on peut sentir l'esprit de Don Diego de la Vega, qui est venu en aide aux pauvres gens de Haute-Californie. Plus sérieusement, cette imposante forteresse mérite le détour. Bâtie par les Espagnols au XVIIe siècle, elle domine El Fuerte. La ville réserve d'autres surprises architecturales. El Fuerte participe au programme des Pueblos Mágicos, les villages magiques, instaurés à l'initiative du gouvernement pour valoriser le patrimoine mexicain. Son architecture coloniale est classée monument historique.
Dans tout le pays, seuls 34 sites ont été retenus pour ce programme. La présence d'une curiosité culturelle à proximité du site est une des conditions de sélection. À 5 km d'El Fuerte, nous rencontrons la señora Bartola Martinez qui cuisine des tortillas à l'ancienne. Son mari José, ses 2 frères et un de ses petits-fils répètent la danse du gibier qui raconte une des histoires de leurs ancêtres. Le gibier s'est montré imprudent. En buvant certains breuvages, il est touché par le javelot du chasseur et meurt. De nombreux visiteurs souhaitant découvrir la Sierra Madre préfèrent commencer leur voyage en partant d'El Fuerte plutôt que de Los Mochis. On gagne ainsi 3 heures de trajet. De plus, El Fuerte offre une infrastructure touristique plus développée. Aujourd'hui, 2 locomotives tractent le convoi composé des wagons jaunes du Primera Express, le Chepe première classe. À bord, plusieurs groupes de touristes américains en voyage organisé venus découvrir le Mexique en 9 jours. Le programme des visites est donc bien chargé. On essaie toujours de voyager en train, ça nous plaît. Cela permet de découvrir différentes régions du pays. On a pris l'avion de Dallas jusqu'à Phoenix, puis on est allé en voiture jusqu'à El Fuerte, où on a pris le train. On va passer la nuit près du canyon de Cuivre et demain matin, on visitera un peu la région. Après, retour ici pour la suite du voyage. Le Primera Express marque moins d'arrêts, est plus confortable et dispose d'un wagon-restaurant où l'on peut déguster la gastronomie mexicaine. Les passagers nous commandent ce qu'ils veulent à l'avance. Aujourd'hui, on a des quesadillas de poulet. Mais on a aussi d'autres plats. Des arracheras, des nachos, des blancs de poulet en cordon bleu, des hamburgers, des sandwichs au poulet. Et aussi un plat typiquement mexicain, les enchiladas. On a pas mal de choses différentes. Il y a aussi des salades. Bien entendu, les épices sont adaptées aux goûts occidentaux. Les Mexicains mangent plus épicé que les Américains ou que les autres touristes. Le chili, par exemple, c'est typiquement mexicain. Ici, on préfère les plats très pimentés. C'est délicieux. Dans la voiture-bar de seconde classe, on déjeune plus modestement d'un sandwich ou d'un snack sur le pouce. L'ambiance est beaucoup plus authentique qu'en première classe. La majorité des passagers en classe économique sont des villageois de la Sierra Madre, des fermiers vivant dans les ranchos ou des Indiens venus des communautés bordant la célèbre Barranca del Cobre, le canyon de cuivre. Les rares étrangers à bord sont de jeunes routards européens partis à la découverte du Mexique. Je vais passer les vacances ici. J'ai passé 10 jours à Mazatlan et on a profité pour aller visiter le nord. Ça paraît beau. Mais on avait lu dans des guides sur internet. Ça paraît que c'est le côté le moins connu.
Ce couple néo-zélandais voyage déjà depuis plusieurs semaines. C'est facile de voyager ici, en comparaison avec d'autres pays. Avant notre départ, les médias nous ont mis en garde, car il y a soi-disant beaucoup d'insécurité, beaucoup de crimes. Jusque-là, on n'a fait aucune mauvaise rencontre. C'est plus sûr qu'on ne pensait. Oui, beaucoup plus sûr. 500. La classe économique est aussi la meilleure façon de rencontrer des gens du pays. C'est bien l'avis de ce jeune Flamand. Je bourlingue pendant 1 an et je dois faire attention à mon budget. Je préfère aussi voyager en seconde, parce qu'on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait jamais en première. Et on peut bien discuter avec eux. Je trouve que la seconde classe est plus sympa que la première. Cette ligne est l'une des réalisations ferroviaires les plus spectaculaires du XXe siècle. Pour franchir les obstacles naturels de la région, il aura fallu construire 37 ouvrages d'art et 86 tunnels. À quelques kilomètres d'El Fuerte, la voie ferrée franchit le pont d'Agua Caliente. Long de 498 mètres, c'est le plus grand ouvrage d'art de la ligne Q. Au Mexique, les lignes de chemin de fer sont identifiées par une lettre de l'alphabet. Ce mince filet d'eau est en fait le fleuve El Fuerte qui se jette dans le Pacifique. Pendant la saison des pluies, il devient redoutable et dangereux. Agua Caliente signifie eau chaude. Non loin du pont jaillit en effet une source d'origine volcanique. Les habitants de la région apprécient ses bienfaits thérapeutiques. On se baigne tous les jours, matin et soir. Le dimanche comme les autres jours. On s'est toujours baigné ici si le temps s'y prête. Car l'eau du fleuve d'à côté est glacée. Ça ne s'explique pas trop, mais quand on est très fatigué, on se relaxe ici. Et on ressort en pleine forme. Le train est parti de la plaine, presque au niveau de la mer. Il va entamer maintenant une fabuleuse ascension à l'assaut du relief escarpé de la Sierra Madre pour atteindre son point culminant à 2500 mètres d'altitude. Dans un vieux wagon de l'ancienne voie ferrée, nous avons rendez-vous avec 2 ingénieurs en retraite qui ont participé à la construction de cette ligne mythique. L'un d'eux est un spécialiste des tunnels, l'autre des ponts. Il nous explique qu'au cours des 2 premières décennies du XXe siècle, presque 700 km de voies ont été achevées. Cependant, la guerre civile qui a suivi la révolution mexicaine a mis un coup d'arrêt temporaire à ces grands travaux. À partir de 1940, les ingénieurs s'attaquent au dernier tronçon, le plus ardu, les pentes de la Sierra Madre en direction de la mer. Les travaux durent plus de 20 ans. Le développement des techniques de construction de l'après-guerre a permis le tracé préalable de la voie. Pour la construction de la ligne reliant Chihuahua au Pacifique, on a employé pour la première fois la technique du béton précontraint. Les ponts de grande dimension ont été construits dans ce type de béton. Et tout continue de bien fonctionner. Il existe un ouvrage retraçant l'historique de la construction de la ligne, et notamment ses problèmes techniques.
L'ingénieur Francisco Metocno dirigeait les travaux. Il était à l'époque directeur des chemins de fer. Le secrétaire au transport lui a dit « Si vous ne résolvez pas le problème concernant Temoris d'ici une semaine, on affectera le budget prévu à un autre projet. » Il pensait à l'autoroute Durango-Mazatlán. Ils ont alors travaillé jour et nuit et ont trouvé une solution que tout le monde admire aujourd'hui. La solution en question constitue une véritable prouesse technique. Pour franchir cette zone montagneuse, les ingénieurs ont imaginé un pont remarquable ainsi que 3 tronçons de voies zigzagant à différents niveaux et un tunnel en fer à cheval d'1 kilomètre de long. Le train marque d'abord un arrêt en gare de Temoris, petit village perché à 1000 mètres d'altitude où coule la rivière Septentrion. Le Tchépé se lance ensuite à l'assaut de la montagne. En l'espace d'une demi-heure, il atteindra 1600 mètres d'altitude. Serpentant un flanc de montagne et traversant plusieurs tunnels, il s'élève peu à peu. Tout en haut, il franchit un tunnel hélicoïdal qui lui permet de gravir d'un coup 25 mètres de haut. En 1961, les ouvriers de l'État de Chihuahua et ceux de Sinaloa, aux 2 extrémités de la ligne, se rejoignent ici, à Temoris. Après plus de 60 années de travaux gigantesques, la ligne est enfin achevée. Nos 2 ingénieurs sont particulièrement fiers d'avoir participé à cette grande aventure. Nous sommes très fiers. C'est vrai, très fiers. Et en plus, satisfait d'avoir travaillé sur la ligne reliant Chihuahua au Pacifique. Nous y avons laissé une grande partie de notre vie active. Nous étions jeunes à l'époque, aussi audacieux que des mousquetaires. Pour des raisons économiques, le chemin de fer sert au transport de marchandises. Mais la nature nous a fait un cadeau d'un élément insoupçonnable. Je veux parler de la beauté du parcours. C'est ce qui incite les gens des 4 coins du monde à venir le découvrir. C'est grâce à votre travail que le projet a été réalisé. C'est plutôt grâce à la nature. Les sommets de la Sierra Madre forment un paysage extraordinaire au versant abrupt et accidenté. Dans ces vallées et ces gorges encaissées, se sont réfugiés autrefois les Indiens Raramuri, originaires du sud-ouest de l'État de Chihuahua. Ils tentaient d'échapper aux conquérants espagnols qui voulaient les contraindre à travailler dans les mines d'argent de la région. Voici la vue la plus vertigineuse de tout le parcours, à 2200 mètres d'altitude. Ce spectacle grandiose justifie à lui seul le voyage à bord du Tchépé. Le célèbre canyon de cuivre, qui tire son nom de la couleur cuivrée de ses roches, occupe l'espace à perte de vue. Il offre un panorama saisissant
un paysage lunaire d'une immensité infinie. Le train s'arrête un quart d'heure en gare de Divisadero, le temps pour les passagers de se restaurer en dégustant quelques spécialités cuisinées directement sur le quai de la gare. Divisadero est desservi par 2 ou 3 trains quotidiens. Dans cette région pauvre, les habitants espèrent gagner un peu d'argent grâce aux voyageurs du Tchépé. Pour quelques pesos, femmes et enfants proposent des objets d'artisanat traditionnels, vanneries en osier et bijoux faits à la main. Mais la grande attraction de Divisadero, c'est la vue panoramique sur le canyon de Cuivre. Cinq fois plus étendu que le Grand Canyon en Arizona, ce site naturel exceptionnel est en fait composé d'une succession de 5 failles géologiques. La Barranca de Urique, la faille la plus profonde, est sillonnée par quelques routes rocailleuses qui serpentent à flanc de falaise jusqu'au fond du canyon. « 1800 mètres plus bas, la température est tropicale. Urique compte environ 2000 habitants. La ville est reliée au réseau téléphonique depuis 1995 et au réseau électrique depuis 2001. Grâce au climat tropical, la région bénéficie d'une grande variété de fruits et légumes exotiques. Ici, les papayes et les mangues poussent toutes seules. La température dépasse 40 degrés à l'ombre. On supporte. C'est dangereux de marcher si le soleil tape. Mais dès qu'il décline, on peut aller et venir sans problème. Le matin, très tôt, ou dans la soirée. Mais il ne faut pas que le soleil brille, car il tape vraiment. C'est bientôt la saison des pluies. Oui. À partir de juin. Juin, juillet. À partir du 20 juin, la pluie commence à tomber. Nous ne pouvons malheureusement pas rester jusque-là. Notre périple se poursuit à bord de la locomotive diesel. Le conducteur est en communication avec son collègue, le garrotero, le surveillant technique, dont la fonction est primordiale pour la sécurité du train. 2 ou 3 fois au cours du trajet, il arrive que le Tchépé croise un train de marchandises, composé parfois d'une 60aine de wagons. Le garrotero a également pour mission de surveiller si des étincelles jaillissent de ses roues, ce qui indiquerait un dysfonctionnement. Aujourd'hui, rien à signaler. Quant aux passagers clandestins, ils sont légion à bord des trains de marchandises mexicains. Le Tchépé avance en direction d'un site étonnant qui constitue une autre prouesse technique. Nous nous approchons du lieu dénommé El Lasso. C'est une voie qu'on a construite pour respecter la topographie et donner le dénivelé adéquat au trajet. Voici le site en question, vu du ciel. Un ravissement pour les amateurs de chemin de fer, comme pour les amoureux des grands espaces. El Lasso serpente à travers un terrain fortement vallonné. Les ingénieurs ont dû trouver une solution pour franchir 4 collines qui entravaient le tracé de la ligne. Ici, c'est comme un canyon. On le traverse du nord au sud. Le train se dirige vers le sud. Il fait un virage de 360 degrés, comme ça,
et il ressort en filant de nouveau vers le sud. Grâce à cette boucle, le train gravit rapidement quelques mètres supplémentaires. Pour construire cette voie, il n'y avait pas d'autre possibilité. C'était la seule façon de franchir les 4 collines. Le Tchépé rejoint ensuite la gare de Créel, la plus élevée du parcours, à 2300 mètres d'altitude. Un arrêt de plusieurs jours est recommandé. Ancienne ville forestière, Créel est aujourd'hui le centre économique de la Sierra Madre. Le tourisme y gagne en importance. Hôtels, restaurants, boutiques de souvenirs et agences d'excursion poussent comme des champignons. Créel offre l'image pittoresque d'une petite ville indienne haute en couleurs, notamment grâce à la présence des Tarahumaras. Chaque jour, ils viennent en ville proposer leurs objets d'artisanat. Et aujourd'hui, il semble que ce soit jour de fête. Le nord du Mexique compte environ 50 000 Indiens Tarahumaras qui vivent plutôt en marge de la société, au sein de communautés. Ce peuple a su affronter avec courage les épreuves qui ont jalonné son histoire, combattant notamment les conquérants espagnols et les missionnaires jésuites et franciscains. C'est le seul peuple indigène qui n'a jamais été réduit en esclavage et qui ne s'est jamais mélangé à d'autres cultures. Vivant en autarcie, ces Indiens refusent les prétendus bienfaits de la civilisation moderne. Les Tarahumaras sont agriculteurs. Ils vivent disséminés dans les vallées et les gorges de la Sierra Madre, habitant dans des cabanes ou des cavernes à flanc de montagne. S'ils entrent inévitablement en contact avec la culture des régions développées du Mexique, les Tarahumaras entendent bien préserver leur mode de vie traditionnel. La culture du maïs et des haricots s'avère laborieuse. Le changement climatique a épuisé les ressources de cette terre autrefois fertile. Il est difficile d'ensemencer un sol aussi aride. Et la déforestation sauvage a bien aggravé la situation. C'est pourquoi les Indiens attendent avec impatience la saison des pluies. Le développement du tourisme aux abords du canyon de Cuivre menace l'intégrité des Tarahumaras. À Créel, un bureau des droits de l'homme a été créé à leur intention afin de lutter contre les injustices commises à leur égard, notamment le vol de leurs terres. Le père Javier, un jésuite bien connu dans le pays, sait exactement en quoi consiste cette menace. En général, quand deux cultures se rencontrent, le gros poisson cherche à dévorer le petit. Il se trouve que les Indiens vivent sur des terres convoitées, des terres avec des mines, des bois, des terres avec des splendeurs naturelles, avec de l'eau, avec un environnement encore intact, des terres préservées. Et elles représentent un butin pour ceux qui cherchent à se les approprier, pour les représentants du grand capital. Norberto Rodriguez partage cette opinion. Néanmoins, il a besoin du tourisme pour vivre, car il possède un centre d'équitation.
Installé ici avec sa famille depuis 10 ans, il propose des promenades à cheval dans les canyons des alentours. Amoureux de cette région, c'est un partisan convaincu du tourisme écologique. Il plaide pour la préservation de ce paysage unique, tout en se montrant raisonnable et prudent vis-à-vis du développement touristique. Il faut savoir que le gouvernement élabore des projets très controversés, comme par exemple la construction d'un terrain de golf au bord du canyon, destiné aux riches Mexicains et aux Américains du Nord. Ce lieu est très isolé, mais on l'endommage en y ouvrant des voies d'accès. Certains ambitionnent d'y développer le tourisme, mais très souvent, ils ne le font pas de manière rationnelle. Alors ils abîment le paysage de manière directe ou indirecte. Je l'ai toujours dit, en plus de polluer la zone physiquement, il la pollue socialement. Norberto, lui, illustre en chanson l'amour qu'il porte à sa région. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Le Chepe reprend sa route direction Chihuahua, l'ultime étape de notre périple mexicain. Arrivée prévue au terminus vers 11 h du soir. Le réseau de chemin de fer mexicain a été privatisé en 1995. La plus grande compagnie est le Ferrocarril Mexicano, Ferromex en abrégé, qui exploite le réseau ferroviaire du nord du pays. Dans les ateliers de maintenance de Chihuahua, 3 anciennes locomotives datant des débuts du Chepe sont encore en service. La direction technique des ateliers est assurée par une jeune ingénieure pleine d'énergie. Les locomotives me passionnent. Ce sont de beaux engins. C'est dur d'exprimer ce qu'on ressent quand on va à l'avant d'une locomotive et qu'on sent le vent sur son visage. C'est sensationnel. Et être une femme dans un domaine d'hommes, comment ça se passe? Je dirais bien. Je ne me suis jamais sentie rejetée. Au contraire, on m'apprécie car je suis une des rares femmes dans ce milieu. J'ai été la première à occuper ce poste. Je crois savoir qu'il y en a une autre au Mexique. Alors tout va à merveille. Sois prudent dans ton travail, ta famille attend ton retour. Une maxime universelle. La ville de Chihuahua, à 1400 mètres d'altitude, compte près d'1 million d'habitants. Fondée au XVIIIe siècle, elle s'est enrichie grâce aux mines d'argent de la Sierra Madre. Témoin de sa prospérité d'antan, la somptueuse cathédrale, joyau de l'art baroque, domine la Plaza de Armas. Chihuahua a été le théâtre de plusieurs événements majeurs de l'histoire du Mexique. De nombreuses statues en témoignent, notamment celle du célèbre Pancho Villa. Le guide du musée, consacré au général Francisco Villa, explique qu'il a été tué au cours d'un attentat alors qu'il était à bord de cette Dodge le 20 juillet 1923. La voiture a été criblée de balles et l'une d'elles a touché en plein front l'illustre révolutionnaire.
Les auteurs de cet acte criminel étaient sans doute des tueurs à gages à la solde du gouvernement de l'époque. Depuis ce triste attentat, le fantôme de Pancho Villa hante les rues de la ville. Génie de la guérilla, il est un véritable héros national, cher au cœur de tous les Mexicains. À la tête de la División del Norte, la plus grande armée révolutionnaire du Mexique, Pancho Villa combattit pour libérer le peuple opprimé. Il prépara ainsi le terrain pour la nouvelle constitution du pays, promulguée en 1917. Entre-temps, le soir tombe sur la plaine de Chihuahua et le soleil est déjà bas sur l'horizon. L'arrivée au terminus approche. Beaucoup d'incertitudes planent sur le maintien de cette ligne qui ne s'avère pas spécialement rentable. Lors de la privatisation de la compagnie Ferromex, l'entreprise qui exploitait ce tronçon s'est vue imposer une condition, celle de ne pas supprimer le train de voyageurs, car la Sierra Tarahumara est une terre agricole très enclavée. Ainsi, la Ferromex est dans l'obligation de conserver le train de voyageurs. Nous sommes fiers d'être de Chihuahua et d'avoir cette ligne mythique. Nous offrons au monde le spectacle magnifique que représente ce voyage en train. Ça nous remplit d'orgueil. Nous faisons la promotion de ce train. Nous y sommes très attachés et nous le prenons chaque fois que nous le pouvons.